Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel update lecture. Je voudrais commencer par vous présenter un thriller avec présence de fantômes, un thriller fantastique. Il s'agit du Manteau de neige, écrit par Nicolas Leclerc et paru aux éditions Seuil. Je me suis penchée sur ce roman parce que Séverine de Il est bien ce livre l'avait lu et l'avait beaucoup apprécié, et je ne pense pas que j'aurais compris en fait par rapport à la quatrième de couverture s'il y avait eu des fantômes, si elle n'en avait pas parlé, mais du coup ça m'a intriguée et grand bien m'a pris de lire ce livre parce que j'ai tout simplement adoré. Ici, on va rencontrer Katia qui souffre d'aptophobie, c'est-à-dire qu'elle ne supporte pas qu'on la touche, ce qui peut quand même être assez compliqué. Elle ne supporte pas que ses parents la touchent, sa mère, etc. Elle essaye de se faire aider depuis sa plus tendre enfance, mais rien ne passe. Elle vit sa vie quand même tant bien que mal, jusqu'au jour où sa mère, sa grand-mère, qui était catatonique depuis une trentaine d'années, je crois, va soudain reprendre vie entre guillemets, se lever du fauteuil qu'elle ne quittait jamais et poignarder à mort son mari. Du coup, suite à ça, la famille va devoir aller sur les lieux, il y a l'enterrement, ils vont aller voir la ferme dont le père a hérité, etc. Et c'est un effet boule de neige qui va complètement bouleverser la vie de Katia, puisqu'à partir du moment où elle va poser les pieds dans cette maison, Katia va être persuadée d'être harcelée, suivie par des fantômes. Sa mère, elle pense que c'est sa maladie qui s'aggrave, son père essaye de la croire, mais tout le monde, de toutes les manières, reste un petit peu impuissant, et on va partir dans un thriller psychologique, mais avec des fantômes, un côté fantastique. Il faut savoir que la neige est extrêmement présente, donc si ce livre vous intéresse, ça peut être une parfaite lecture pour le Cold Winter Challenge de l'année d'après. Et sincèrement, l'ambiance glaçante est présente à plusieurs niveaux. Elle est présente parce que oui, il fait froid, il y a de la neige, mais elle est présente parce que l'auteur vous conte son histoire de manière extrêmement crédible. En plus, ça se passe en France, donc voilà, ça crédibilise encore un petit peu d'être dans une région que vous pouvez potentiellement connaître, et j'ai adoré. Il faut savoir que je n'ai absolument pas vu venir la fin, je n'ai pas vu venir le dénouement, je ne m'y attendais pas, et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Alors certes, on pourrait dire que l'ado qu'est Katia est parfois un petit peu entêtée, elle prend des risques et tout malgré ce que lui disent les adultes. Ok, certainement, oui, mais d'un autre côté, encore une fois, si elle n'avait pas pris ce risque, il n'y aurait pas d'histoire, parce que finalement, quelle pourrait être une bonne histoire si le destin n'était pas un petit peu hors du commun, si je puis dire. En tout cas, c'est un thriller fantastique que j'ai adoré. L'atmosphère avec les fantômes est extrêmement bien rendue, le côté thriller est extrêmement bien rendu, il y a toute une enquête, ils essayent de remonter dans le passé de la famille pour essayer de trouver ce qui s'est réellement passé, etc. C'est extraordinaire, sincèrement c'est un roman que j'ai adoré. On va ensuite complètement changer de genre en se dirigeant vers un roman fantastique jeunesse avec La Malédiction des Dragon's Bolt, le tome 1 écrit par Anne Robillard. Il s'agit du tome 1 de sa nouvelle série. Je ne sais pas, ou je ne sais plus, parce que je ne sais pas si je l'ai su, combien de tomes va comporter cette série. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup apprécié ce premier tome. Alors Anne Robillard, j'avais lu le premier tome des Chevaliers d'Émeraude et j'avais été très déçue. C'était très jeunesse et j'ai trouvé que le scénario était très répétitif. Le chevalier va à un côté, il prévient un, il revient, il repart, il prévient telle personne, il revient. Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'il faisait, mais j'avais trouvé ça très répétitif et je pense que j'en attendais trop, je pense que c'était vraiment jeunesse et que j'avais peut-être passé l'âge, j'étais plus le public, mais je me suis dit que c'était l'occasion de laisser sa chance de nouveau à Anne Robillard, et grand bien m'en a pris parce que je me suis beaucoup amusée avec cette lecture. Ici, vous êtes à Londres et vous allez rencontrer Samuel Anderson qui n'attend vraiment plus grand chose de la vie jusqu'au jour où ses pas et disons des circonstances vont le conduire jusqu'aux grilles d'un vieux manoir. Il va pénétrer dans le vieux manoir et sa surprise ne va pas s'arrêter quand il va apprendre qu'il est l'héritier de ce manoir. Non, la surprise va s'arrêter quand il va apprendre que le manoir est peuplé de tous ses ancêtres et qu'il est le 36e. Sauf que sur les 36, il est le seul vivant puisque tous les autres sont morts, fantômes et enfermés dans le manoir. Du coup, les fantômes, en fin de compte, demandent
de l'aide à Samuel puisque c'est le seul vivant, c'est le seul à pouvoir interagir finalement, et ils vont lui expliquer qu'il y a une malédiction qui fait que toute la famille est maudite et elle est vouée à mourir les uns après les autres, la descendance, à cause d'une malédiction qui a été jetée par une sorcière. Ils vont donc demander à Samuel de réussir à défaire cette malédiction. Mais comment? Eh bien, dans cet étrange manoir, à chaque fois que quelqu'un meurt, qu'un descendant meurt et apparaît dans le manoir, une porte au premier étage, il y a autant de portes qu'il y a de spectres dans le manoir. Et lorsque vous ouvrez cette porte, vous vous retrouvez dans le passé, à un moment de la vie de l'un des ancêtres. Et derrière cette porte se trouve là où tout a commencé, là où la malédiction est née, sauf que, évidemment, personne ne sait quelle est la bonne porte. Samuel va donc accepter d'aider sa famille et va essayer d'ouvrir les portes les unes après les autres afin d'essayer d'enrayer la malédiction. Vous vous doutez bien qu'évidemment il ne va pas trouver la bonne porte dès le premier tome. Ce que j'ai adoré, c'est que dès que vous arrivez derrière une porte, vous arrivez dans le passé du personnage, dans sa vie, et du coup, vous changez d'époque, et j'ai trouvé ça complètement merveilleux. En plus, il faut le noter, Anne Robillard, c'est extrêmement documenté sur les époques. Visiblement, on le sent quand elle vous parle de l'époque, on sent que c'est pas fait au hasard, on sent que derrière, il y a une recherche, et j'ai beaucoup aimé. Alors oui, c'est un roman jeunesse, qui peut gêner, parce que il est jeunesse. Il faut le savoir, mais les personnages sont adultes parce que Samuel est un jeune adulte et puis bon, c'est quelqu'un qui n'était plus très heureux de vivre, et on parle aussi quand même de gens qui sont tous morts, de morts pas vraiment naturelles et qui ont quand même eu pas de bol. Donc, je sais que certains lecteurs ont été gênés par rapport au fait que c'est un roman jeunesse mais qui se passe avec des personnages adultes. Personnellement, moi, ça n'a pas été le cas. Ça m'a un petit peu surprise, oui, en effet, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais sincèrement, je me suis laissée mener complètement par l'histoire, l'univers et tout ce qui arrive dans cette série, et je lirai la suite avec, sincèrement, grand plaisir. J'ai aimé aussi une certaine crédibilité, en fait, parce que Samuel, il aide pas, parce qu'il prend des risques, il pourrait y laisser la vie, et il les aide pas comme ça, juste en claquant des doigts par bonté d'âme. Je veux dire que Anne Robillard a fait en sorte que Samuel ait une vraie bonne raison de risquer sa vie afin de casser cette malédiction, et cette raison elle est plutôt altruiste, et j'ai apprécié en fait cet état de fait, qu'elle n'ait pas cherché la facilité scénaristique en disant ouais c'est bon je vais vous aider sans vraiment avoir de pourquoi derrière. Non, elle nous a créé un pourquoi puisque Samuel a un vécu. En tout cas pour moi c'était un très bon livre jeunesse, voire jeune young adulte entre guillemets, ça veut pas dire grand chose ce que je dis, mais c'est à peu près ça. J'ai beaucoup aimé l'univers, et ceux qui ont peur des fantômes, n'ayez pas peur ici, vous n'avez pas du tout affaire à des fantômes flippants, et bien au contraire, je peux vous dire qu'il y en a qui sont sacrément attachants. Donc si c'est plutôt le côté fantôme qui vous fait peur, vous pouvez passer au-dessus parce que sincèrement, ils ne font pas peur et le côté fantastique est vraiment génial. Alors moi qui ne relis jamais de romans, j'ai déjà relu il y a pas longtemps et que j'avais lu il y a des années, et là je me suis refait la relecture de Entretien avec un vampire de Anne Rice qui pareil j'avais lu il y a hyper longtemps, et j'ai eu envie de me replonger dedans puisque je suis dans une période où je lis énormément de documents, d'essais entre guillemets, de tests, de choses comme ça sur le personnage du vampire, et ça m'a donné envie de relire Entretien avec un vampire que j'ai lu mais il y a vraiment, j'étais ado quoi. Et donc voilà, c'est vrai que moi qui relis jamais, et j'ai prévu de relire encore un autre livre, donc comme quoi des fois tout arrive. En tout cas, Entretien avec un vampire, je pense pas que j'ai besoin de vous le présenter, je ne pense pas que j'ai besoin de vous présenter l'histoire. J'avais vraiment envie de me replonger dans Anne Rice parce qu'Anne Rice a vraiment marqué d'un tournant l'époque, a marqué l'histoire du vampire, puisque avant Anne Rice, le vampire n'avait pas d'âme, comme dans Dracula par exemple. Et non seulement il n'avait pas d'âme, mais il n'avait pas de voix au chapitre, il ne s'exprimait pas dans Dracula. Les seuls moments où Dracula s'exprime, ce sont les autres personnages qui rapportent son discours. Il n'a jamais sa voix, et d'ailleurs les romans qui ont précédé, les quelques romans qui ont précédé et ceux qui ont suivi, c'est pareil. Le vampire, c'est le mal, il faut le détruire. Anne Rice en a décidé autrement. Elle nous a fait des vampires qui ont le choix entre le bien et le mal, qui ont une âme, qui ont donc une morale, une conscience, qui ont conscience de leurs actes. Alors certes, ce ne sont pas des êtres humains, donc ils n'ont pas la même morale, mais quand même. Et surtout,
surtout ce sont eux qui s'expriment. Et ça, c'était un tournant majeur. On s'en rend pas compte aujourd'hui, on est habitué, on a Twilight, Vampire Diaries, on a eu plein de séries, que ce soit à la télé, machin, où les vampires s'expriment, ils ont le droit d'être bons ou mauvais, ils ont le libre arbitre. Mais n'empêche que c'est elle qui a été précurseur de ça. Et c'est bon aussi de s'en rappeler, si vous regardez la série de Vampire Diaries, qui devient de plus en plus adulte au fur et à mesure des saisons, vous vous rendrez compte en fait que c'est quand même très pris par rapport à Entretien avec un vampire, au niveau du choix du bien et du mal, d'avoir cette âme, de se poser des questions, etc. Et la relecture d'Entretien avec un vampire, on rencontre donc Louis qui a été transformé en vampire par Lestat. Donc Lestat qui vit plutôt bien de sa condition de vampire jusqu'au point où il va aller transformer une gamine de 5 ans, je crois, 5 ou 8 ans, je sais plus, Claudia. Elle va être transformée en vampire, ce qu'elle va vivre des dizaines et dizaines d'années, donc évidemment dans sa tête, elle va devenir adulte, enfermée dans un corps d'enfant, et évidemment elle va peut-être tourner un petit peu ma boule. Bon, voilà. Après, pour ceux qui auraient peur, il n'y a pas de relation incestueuse entre guillemets entre Louis et Claudia. Louis a toujours vu Claudia plus comme sa fille, il a toujours voulu la voir un peu comme une poupée, chose que Claudia a du mal à accepter au fur et à mesure du roman. Mais c'est dit plusieurs fois, parce que c'est vrai que des fois dans certaines critiques entre guillemets, on vient dire que Louis a des relations sexuelles avec Claudia. Non, c'est pas vrai, si vous lisez le roman, vous faites attention, c'est pas vrai du tout. Mais bon, bref, en tout cas, Entretien avec un vampire a été une excellente relecture. Pour ceux qui ne connaissent pas la plume d'Anne Rice, n'oubliez pas que c'est une plume qui est très immersive. C'est pas des romans de vampires qui bougent dans tous les sens, on va pas à la chasse aux vampires, on va pas démêler des intrigues et tout, c'est pas explosif. Attention, on vous parle de la vie d'un vampire au fur et à mesure des générations, de ses déboires, de ce qui lui arrive, de la recherche de ses origines, etc. Donc c'est hyper immersif comme roman. Donc ça, il faut le savoir, ça ne déborde pas d'action. Par contre, la plume, elle est superbe. J'avais oublié à quel point la plume était belle. Et sincèrement, j'ai pris un plaisir immense à relire Entretien avec un vampire. À peu près en même temps, j'ai lu le tome 5 de Vampire City, écrit par Rachel Kane et paru dans les éditions Le Livre de Poche pour moi. Alors j'avoue que ce 5e tome, il m'a laissé un petit peu mitigé. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai lu en parallèle avec Entretien avec un vampire, et que du coup quand vous passez de la plume young adulte hyper fraîche mais très facile, très basique de Rachel Kane à la plume beaucoup plus travaillée, profonde, et surtout avec des personnages beaucoup plus travaillés, profonds, transcendants, torturés d'Anne Rice, vous avez l'impression que Vampire City en fait c'est creux quoi. Et ça m'a fait bizarre parce que moi qui d'habitude adore lire cette série, parce que c'est vraiment le roman que j'aime bien lire quand je me vidais la tête, que j'ai pas envie de me prendre, vraiment pas envie de me prendre la tête, là du coup j'étais waouh, voilà. Et en fait il a fallu que je me dise mais oui mais c'est normal, c'est pas Anne Rice, c'est du young adulte, mélange pas tout. Mais c'est vrai que en fait dans l'ensemble il est très bon ce tome 5 de Vampire City. Dans son genre c'est un young adulte, c'est encore une fois un jeune young adulte quoi. C'est vraiment entre la jeunesse et le young adulte, c'est très bon. On retrouve notre groupe, donc il y a Shane, il y a Eve, il y a Michael et il y a, je ne sais même plus comment elle s'appelle, Claire. Voilà, il y a Claire qui vit à Morganville en fait, c'est une ville où les vampires règnent un petit peu en maître, et donc en fait vous pouvez en tant qu'humain être plus ou moins sous leur protection, donc vous portez un bracelet qui va vous mettre sous la protection de soit Amélie qui est la fondatrice de la ville, soit Oliver qui est un vampire qui est très puissant. Et en fait au fur et à mesure des tomes, il y a un autre vampire, Bishop, qui va arriver semer la zizanie, et finalement Oliver et Amélie vont plus ou moins devoir faire alliance. Les humains sont malgré eux entraînés là-dedans. Évidemment vous avez des humains qui sont anti-vampires qui vont aussi venir semer la zizanie. Donc en fait, au fur et à mesure des tomes, vous avez quand même pas mal d'actions. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure que les vampires meurent, ils ont tendance à devenir un petit peu cinglés. C'est un thème qui revient beaucoup chez les vampires, ce que l'ennui peut provoquer en fait au fur et à mesure des siècles et des siècles qui passent. Donc vous avez quand même pas mal de choses, il faut l'avouer. Sur le coup, au début de ma lecture, j'étais un peu je sais pas si je continuerai.
Mais en fait, une fois que j'ai réussi à me replonger dedans, à faire la part des choses, à oui que c'était du young adulte, etc., que c'était pas Entretien avec un vampire, oui en effet c'est un très bon young adulte, ça vide la tête, c'est sans prétention, ça fait du bien, et il est possible que je dise la suite, je sais pas, je pense que je continuerai la série. Elle casse pas trois pattes à un canard, hein, mais elle vide vraiment la tête, ça fait du bien. Donc je pense qu'il y a un moment où j'aurais envie de la continuer, surtout que la fin du tome 5 m'a plutôt donné bien envie de continuer, je dois l'avouer. Je voudrais terminer cette update lecture avec mon avis sur un petit livre graphique que je vous remonte parce que je l'ai acheté il y a longtemps. C'est par Mina M qui a fait les illustrations, c'est Petite Défaillance, c'est aux éditions du Chat Noir, donc elle a fait les illustrations et les textes. Donc je voulais quand même vous montrer quelques illustrations parce que pour moi c'est une illustratrice qui est extrêmement talentueuse. Donc voilà, je voulais vous remontrer. Alors ce sont des poèmes en fait, ce sont de courtes histoires, des poèmes. C'est magnifique, voilà, c'est tout en poésie, sincèrement, si vous recherchez quelque chose de poétique, c'est tout en poésie. Certaines histoires se terminent bien, certaines histoires se terminent beaucoup moins bien. J'ai beaucoup aimé, ça va très vite à lire, mais en fait c'est le genre de livre que vous allez relire et refeuilleter régulièrement, comme vous pourriez reprendre un livre de poèmes pour lire vos poèmes préférés ou regarder vos illustrations préférées. J'avais par exemple beaucoup aimé l'histoire de Primrose et Amblyop. Primrose est malheureuse, son physique atypique inspire aux autres de la pitié ou pire encore, provoque de l'agressivité. Cette aversion incontrôlée des autres à l'égard de Primrose la pousse un jour à se réfugier au pays des désarticulés, des disloqués, des mandibulés, tous ces monstres que l'on montre du doigt, ces frics que l'on n'écoute même pas. Repoussée, chassée et souvent bousculée, Primrose devient peu à peu misanthrope. Elle est pourtant si agréable, si délicate et si charmante. De plus, elle est intelligente, ingénieuse et très cultivée. Amblyop est bienveillant, jamais il ne se méprend lorsqu'il s'agit des autres gens. Sa cécité lui a donné l'occasion de bien développer sa clairvoyance, sa sagacité, son feeling, sa perspicacité. Il sent le bon et le mauvais à des kilomètres à la ronde. L'hypocrite et le félon, le fourbe ou encore le bluffeur, tous ces imposteurs, mythomanes, tricheurs ou autres fabulateurs, Amblyop les sent venir avant même qu'ils ne balbutient, bafouillent, baragouinent ou chuchotent auprès de ses oreilles sensibles leurs infâmes escobarderies. Leurs adroits subterfuges ou leurs parfaits mensonges sont toujours découverts avec habileté par cet homme courtois et discret, un garçon toujours respecté. Un matin, il rencontre Primrose, à qui il demande assistance pour traverser une allée fréquentée près du pont des amours tourmentés. Ils se mettent alors à converser pour le plus grand bonheur de Primrose, qui lui paraît si charmante et attentionnée qu'il ne voudra plus jamais la quitter. Voilà, ça vous donne vraiment ce que vous allez trouver dans ce livre. Tous les textes sont sur le même ton, tous les textes sont aussi courts, tous les textes sont aussi beaux. Voilà, je pouvais pas vous donner autre chose que de vous en lire un pour cette update lecture parce que c'est vraiment très particulier. C'est pour ça qu'au lieu de vous mettre une image, j'ai tenu à vous montrer quelques-unes des illustrations parce que sincèrement, il vaut vraiment le coup d'œil. Si vous êtes amateur de ce que peut faire Mina M en illustration, sincèrement découvrez Petite Défaillance parce qu'il est beau et que les textes sont poétiques et singulièrement magnifiques. Il n'y a pas d'autre mot, singulier mais magnifique. Alors voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas trouvé la vidéo trop longue. Et à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.